pendant 20 ans, mon père m'a appelé une erreur. À Thanksgiving, il m'a tendu un kit ADN pour plaisanter. Voyons si tu es vraiment de moi. J'ai fait le test. Quelques semaines plus tard, les résultats sont arrivés. Je les ai envoyés par email à toute la famille. Ma mère s'est évanouie. Mon père a laissé tomber sa fourchette. Parce que le test a prouvé que j'étais son seul enfant biologique. Voyons si tu es vraiment mienne, dit mon père, faisant glisser un kit de test ADN sur la table de Thanksgiving, au-delà de la sauce au canneberge, au-delà de la saucière, directement dans mon assiette. 25 proches ont ri. Mon frère lui a tapé dans la main. Ma mère fixait son verre de vin, comme s'il contenait toutes les réponses à ce qu'elle cachait depuis 30 ans. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas parti. J'ai pris le kit, j'ai regardé mon père dans les yeux, et j'ai dit un mot. D'accord. 3 semaines plus tard, les résultats sont arrivés. Je les ai envoyés par email à chaque personne présente à cette table. Ma mère s'est évanouie. Mon père a laissé tomber sa fourchette, car le test prouvait que j'étais son unique enfant biologique. Et que le « Golden Boy » à qui il avait tout donné n'était pas le sien du tout. Mais je m'avance. Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous connectez sincèrement à cette histoire, et laissez un commentaire. D'où me regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Je m'appelle Caroline Mitchell. J'ai 28 ans. Je suis infirmière en réanimation pédiatrique dans un petit hôpital près de Richmond, en Virginie. Et voici l'histoire de la façon dont la blague la plus cruelle de mon père est devenue la vérité qui m'a libéré. Maintenant, laissez-moi vous ramener à Thanksgiving, en novembre dernier, la nuit où tout a changé. Thanksgiving, pour la famille Mitchell, n'était jamais une affaire décontractée. Mon père, Richard Mitchell et Rick pour tous ceux qui le craignaient et faisaient semblant de non l'organisait chaque année dans sa maison sur Breerood Lane, une coloniale de 370 mètres carrés qu'il avait construite avec sa propre équipe en 2003. C'était ça, mon père. Tout ce qu'il possédait, il s'assurait que vous sachiez qu'il l'avait gagné. La table à manger était une dalle de chêne de Virginie récupérée de 3 mètres, achetée chez un antiquaire à Stowe, Vermont. 12 chaises, avec des fuseaux tournés à la main. Mon père était assis en bout de table. Mon frère Garrett était assis à sa droite, dans la chaise où « Je aime » était gravé au dossier. Papa avait fait ça quand Garrett avait 6 ans, comme une sorte de couronnement. Je m'asseyais à l'autre bout, près de la porte de la cuisine, la place la plus proche des plats de service, car, eh bien, quelqu'un devait les recharger. 25 personnes remplissaient cette pièce. Tante, oncle, cousin, la femme de Garrett, et leur fils de 4 ans, Mason. Mon père portait sa Breitling Navitimer, celle qu'il s'était achetée lorsque Mitchell & Sons Construction avait dépassé son premier $1 million. Garrett avait de nouveaux mocassins collants. Ma mère, Jolene, portait son blazer crème Talbot et son bracelet de perles Mikimoto, celui que papa lui avait offert pour leur 25e anniversaire. Un dîner d'anniversaire auquel je n'avais pas été invité. Je portais un cardigan que j'avais depuis l'école d'infirmière, gris, élimé au coude. Voici ce que vous auriez remarqué, si vous aviez regardé les Mitchell réunis autour de cette table, chacun d'entre eux était blond. Blond sable, blond miel, blond platine. Et puis il y avait moi. Cheveux auburn, tirant sur le roux à la lumière, assez foncé pour se démarquer sur chaque photo de famille, comme une faute de frappe dans un document juridique. Mon père avait passé 20 ans à traiter cette faute de frappe comme une preuve. Mais ce Thanksgiving-là, papa a apporté quelque chose à table qui n'était pas au menu. Laissez-moi vous raconter 20 ans en 60 secondes. Quand j'avais 8 ans, j'ai fait une carte de fête des pères, papier de construction, colle pailleté, tout le tralala. J'ai écrit « Au meilleur papa du monde » dans ma plus belle écriture cursive. Il l'a ouverte à table, l'a lue, et l'a déchirée en deux, juste au milieu. « Je ne suis pas ton père » a-t-il dit. Puis il est retourné à ses œufs. J'avais 8 ans. Quand j'ai eu 14 ans, papa a inscrit Garrett à St. Andrew Prep. $12 000 par an, blazer et cravate, toute la production. Je suis allé à Hopewell Public. Quand tante Brenda a demandé pourquoi, papa l'a dit à voix haute, là, au dîner du dimanche. Pourquoi investirais-je dans quelque chose qui pourrait ne même pas être le mien? J'étais assise à 1 mètre. Personne n'a dit un mot. Quand j'ai eu 18 ans,
j'ai obtenu mon diplôme du lycée. Major de promotion, première de ma classe, 4,3 de moyenne, un discours que j'avais répété 40 fois devant le miroir de ma salle de bain. Papa n'est pas venu. Il était à la maison en train d'organiser un barbecue pour 50 personnes, une fête pour Gareth, qui avait obtenu son diplôme avec un 2,4 et une poignée de main de l'entraîneur de football. Quand j'ai eu 22 ans, à mi-chemin de mon programme d'infirmière à VCU, papa a coupé mes frais de scolarité sans avertissement. Un semestre restant. Il a appelé et a dit, j'ai assez payé pour l'enfant de quelqu'un d'autre. J'ai contracté 47 000 $ de prêts étudiants fédéraux. J'ai terminé. Il n'a jamais demandé si j'avais terminé. Ma mère, je devrais vous parler de son rôle dans tout ça. Une fois, quand j'avais 19 ans, j'ai découvert qu'elle m'avait envoyé 200 $ par mois, discrètement via Venmo, sous la mention « épicerie ». Puis papa a découvert les virements. Il a menacé de divorcer. Elle a arrêté. Mon père ne me haïssait pas. La haine exige une reconnaissance. Il m'a simplement soustraite. Maintenant, laissez-moi vous parler de Gareth. Gareth Mitchell, 31 ans, 1,88 m, blond sable, mâchoire de mannequin de catalogue. La fierté de papa. La preuve de papa. L'héritier Mitchell. À 16 ans, Gareth a eu un tout nouveau F-150, blanc nacré, suspension surélevée, décalcomanie Mitchell & Son S sur le haillon comme un blason familial. J'ai eu un abonnement de bus. Papa a payé chaque centime des frais de scolarité de Gareth à Virginia Tech. 4 ans, pas de prêt, pas de questions. Quand Gareth a obtenu son diplôme, avec des notes moyennes, un diplôme de commerce qu'il a à peine utilisé, papa lui a donné un bureau d'angle chez Mitchell & Son et le titre de chef de projet. Pas d'entretien, pas de CV, juste la lignée ou ce que papa croyait être la lignée. Au printemps dernier, Gareth a acheté une maison, une nouvelle construction dans la subdivision de Willowbrook, 300 mètres carrés, plan ouvert, comptoir en quartz. Papa a versé la compte de 80 000 $. Il a juste fait un chèque. Je vis dans un studio à 4 pâtés de maison de l'hôpital, 42 mètres carrés. Le comptoir de la cuisine sert aussi de bureau. Quand je rentre d'un quart de travail de 12 heures en réanimation, je mange debout, car la table peut à peine accueillir une chaise. Gareth conduit un Chevy Tahoe noir. Je conduis une Honda Civic de 2014 avec une bosse sur le pare-chocs arrière, souvenir d'un parking de l'école d'infirmière. Elle roule encore. Ça suffit. Maintenant, voici le truc avec Gareth. Il n'est pas méchant. Je veux être juste là-dessus. Il n'a pas grandi en pensant qu'il faisait quelque chose de mal. Quand on vous donne tout dès la naissance, on ne remet pas en question le système. On suppose juste qu'on le mérite. Sa phrase préférée, prononcée avec ce sourire facile de « Golden Boy, ne t'inquiète pas, Cal. Tu seras toujours une Mitchell honoraire. » Honoraire, comme un laissez-passer pour ma propre famille. Mais voici la partie qui vous fera rire. Ou peut-être pas. L'ironie. J'y viendrai. Vous n'êtes pas encore prêt. Ma mère, Jolene Mitchell, 54 ans, mèche blonde toutes les 6 semaines, dans un salon à short pump. Lexus RX couleur or champagne. Une carte de crédit supplémentaire sur l'Amex Platinum de papa, qu'elle utilisait comme de l'oxygène. Jolene n'était pas une femme cruelle. C'est ce qui rendait les choses pires. Elle ne m'a jamais traité d'erreur. Elle n'a jamais déchiré mes cartes ou refusé d'assister à ma remise de diplôme. Elle n'a juste rien arrêté de tout ça. Chaque fois que papa disait quelque chose de blessant, maman étudiait son verre de vin, ou sa serviette, ou le motif du papier peint. Elle avait perfectionné l'art de regarder dans le vide, pendant que tout se passait juste devant elle. Quand j'avais 16 ans, je lui ai demandé directement. Nous étions seuls dans la cuisine après Thanksgiving. Ironique, n'est-ce pas? Et je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Maman, suis-je la fille de papa ?» Elle n'a pas scié. Elle a posé le torchon et elle a dit, « Ne pose pas de questions dont tu ne veux pas les réponses. » Cette phrase a vécu en moi pendant 12 ans. Je la retournais sans cesse, comme une pierre dans ma poche, la polissant, essayant de comprendre ce qu'elle signifiait. Confirmait-elle les soupçons de papa? Me mettait-elle en garde? Se protégeait-elle elle-même? Il m'a fallu 12 ans pour réaliser que la réponse était la troisième. Maman vivait bien.
La maison de Breerwood, la Lexus, le bracelet Mikimoto, l'adhésion au club de golf, le voyage annuel à Hilton Head. Tout cela dépendait d'une chose. Que Rick Mitchell reste marié à elle. Et Rick Mitchell ne resterait marié à elle, que tant que certaines questions resteraient sans réponse. Un soir, environ un mois avant Thanksgiving, je suis passé à la maison pour récupérer une boîte de vieilles photos de famille. Maman était sur le canapé, téléphone en main, en train de supprimer un fil de discussion. Elle l'a fermé rapidement quand elle m'a vu. Trop rapidement. Je n'ai pas demandé qui c'était. Pas alors. Dîner de Thanksgiving. 20h17. La dinde avait été découpée. Le vin coulait à flot, un syrah cabernet que papa payait toujours trop cher, car il aimait prononcer le nom. Garrett racontait une histoire de chantier, quelque chose à propos d'une coulée de béton et d'un contremaître qui ne supportait pas la pression. Papa riait à gorge déployée. Maman souriait sur commande. Je passais les patates douces quand papa s'est levé. Il a tapé son couteau sur son verre. La pièce s'est tue. 25 visages se sont tournés vers lui, et je jure qu'il ressemblait à un homme sur le point de porter un toast à son propre couronnement. J'ai un petit cadeau pour Cali cette année, a-t-il dit. Il a fouillé sous sa chaise et a sorti une boîte, blanche et verte, un kit de test ADN à domicile. Il l'a tenue en l'air, pour que tout le monde puisse la voir, puis l'a fait glisser le long de la table vers moi. Elle a cogné mon verre d'eau. Voyons si tu es vraiment mienne. La pièce a éclaté de rire. Des rires bruyants, soulagés, ceux qui viennent quand les gens sont mal à l'aise, mais choisissent la facilité. Oncle Denny a gloussé dans son bourbon. Tante Brenda a détourné le regard. Garrett a claqué la table. Papa est sauvage. Jolene est devenue blanche. J'ai vu ses doigts se serrer autour de la tige de son verre, jusqu'à ce que je pense qu'il allait se briser. Mais elle n'a pas dit un mot. Elle ne le faisait jamais. J'ai pris la boîte. La pièce est redevenue silencieuse. Un silence différent. J'ai regardé mon père. Ses yeux brillaient d'amusement. Il s'attendait à des larmes, je pense, ou peut-être à une porte qui claque. 20 ans de données lui avaient dit que je m'effondrerais. D'accord, ai-je dit. C'est tout. Juste, d'accord. J'ai mis le kit dans mon sac. J'ai fini mon dîner. J'ai dit bonne nuit à tante Brenda. Je suis rentré chez moi, dans mon studio, seul dans ma Civic cabossée. Et je me suis assise à mon comptoir de cuisine et j'ai ouvert la boîte. Ce n'était pas ce dont j'avais besoin. Un kit d'ascendance grand public teste l'ethnicité, pas la paternité. Mais ça m'a donné l'idée. La même nuit, j'ai commandé un test de paternité auprès d'un laboratoire accrédité à ABB. Vraie chaîne de possession. Vrai résultat. Des résultats qui signifient quelque chose. Il me fallait 2 échantillons. Le mien était facile. Un frottis buccal scellé. Étiqueté. Ceux de Rick. Il avait laissé quelque chose derrière lui sur la chaise où j'avais été assise. Son mouchoir monogrammé. Linge, initial RAM en fil bleu marine. Il l'avait utilisé pour éponger du vin sur son menton et l'avait jeté sans y penser. Je l'ai scellé dans un sac en plastique, j'ai posté les 2 échantillons le lendemain matin. Personne ne savait. Tu voulais la vérité, papa. Moi aussi. Le chat de groupe s'est illuminé avant même que je retire mes blouses le lendemain matin. Le groupe familial Mitchell, 42 membres, créé par papa il y a 5 ans, principalement utilisé pour la logistique des vacances et les mises à jour de construction de Garrett que personne ne demandait. Ce matin-là, il avait un nouveau but. Papa avait posté une photo. C'était moi la nuit précédente, tenant le kit ADN à table. Je ne sais pas qui l'a prise. Le téléphone de quelqu'un, incliné d'un bout à l'autre de la pièce. Mon visage était à moitié tourné, la bouche légèrement ouverte. J'avais l'air stupéfaite. Vulnérable. Sa légende, voyons si le facteur a laissé plus que des lettres. Garrett a répondu en premier. 3 émojis rieurs. Puis, l'ADN ne ment pas, papa. Oncle Pet, au mec, Rick. Ma cousine Terra, un simple PFFFF, ce qui, je suppose, compte comme un désaccord dans la famille Mitchell. Personne n'a dit que c'était cruel.
Personne n'a dit, Rick, c'est ta fille. Personne n'a rien dit qui ressemble à une défense. 42 personnes, 42 témoins d'une blague publique sur ma filiation. Et la seule réponse fut le rire ou le silence. J'ai tout lu à 2h47 du matin, assise dans la salle de repos de l'unité de soins intensifs pédiatriques. La lumière fluorescente bourdonnait au-dessus de ma tête. Je venais de sortir d'un « code bleu ». Un enfant de 3 ans atteint de VRS, en danger de mort pendant 40 minutes avant que nous le stabilisions. Mes mains sentaient encore le neutro. Et là, sur mon téléphone, entre une notification de paiement de prêt étudiant et une alerte météo. J'ai fait une capture d'écran de chaque message, chaque emoji, chaque silence. Dana Reeves, ma collègue, ma plus proche amie, la seule personne à l'hôpital qui connaissait ma famille. Elle a vu mon visage quand j'ai posé mon téléphone. Elle n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a juste regardé et a dit « Obtiens les faits, Cali. » Puis laisse les faits parler d'eux-mêmes. J'ai verrouillé mon téléphone. Je suis retourné voir ma patiente. Le laboratoire avait mes échantillons. Le temps était compté. 3 semaines avant Noël, mon téléphone a sonné. Papa. Pas de salutation, pas de chaleur, juste « Noël, c'est pour la famille. Tu sais où tu en es. » Il a raccroché avant que je puisse répondre. 16 secondes. Je le sais parce que j'ai vérifié le journal d'appel après, le fixant comme si le numéro pouvait expliquer quelque chose que les mots ne faisaient pas. Garrett a envoyé un SMS 1 heure plus tard. Classique Garrett, faisant preuve de gentillesse tout en renforçant le verdict. Pas de rancune, Cal. C'est la maison de papa, ses règles. Peut-être que l'année prochaine les choses seront différentes. Puis est venue maman. Son message n'était pas un réconfort. Ce n'était pas des excuses. C'était, s'il te plaît, ne complique pas les choses. 3 messages de 3 Mitchell. Aucun d'eux n'a dit, c'est mal. Aucun n'a dit, je suis désolé. La seule chose sur laquelle ils étaient d'accord, c'était que mon absence rendrait les vacances de tout le monde plus confortables. Alors, j'ai passé la veille de Noël seul. J'ai acheté un petit sapin de Douglas sur le parking de Patterson Avenue, un M20 de haut, $60. Je n'aurais probablement pas dû le dépenser. Je l'ai posé sur mon comptoir de cuisine, à côté de mon ordinateur portable et d'une pile de dossiers de patients. J'ai fait des macaronis au fromage en boîte. J'ai versé un verre de vin, un merlot à $7, pas de syrah, et je me suis assise sur ma seule chaise et j'ai mangé. Dehors, Richmond était froid et clair. À travers la fenêtre, je pouvais voir l'immeuble d'en face, ses fenêtres illuminées de lumière colorée et les silhouettes de gens se déplaçant derrière les rideaux. À 23h43, j'ai ouvert mon email. C'était là. Objet, vos résultats de test ADN sont prêts. Action requise. Du laboratoire, daté de cet après-midi. Mon pouce a hésité. Je sentais mon pouls au bout de mes doigts. J'ai fermé l'email. Pas encore. J'ai fini mon vin. J'ai éteint les lumières. Je suis allé me coucher. Les résultats seraient toujours là le matin. Et moi aussi. 6 janvier. L'email est arrivé à 9h14. De Richard A. Mitchell. A. Liste de diffusion de la famille Mitchell. CC. Caroline Mitchell. Objet. Mise à jour du plan successoral. Lecture officielle le 18 janvier. Le corps du message était court, papa écrivait comme il construisait des maisons, brutales, porteurs, sans ornementation. J'ai travaillé avec mon avocat, Howard Pratt, pour finaliser mon plan successoral. Après mûre réflexion, j'ai décidé que les actifs Mitchell, les biens, les parts commerciales et les avoirs financiers, devraient revenir exclusivement à mes enfants biologiques. Une lecture officielle aura lieu le 18 janvier, au bureau de Howard Pratt, à 10h. La présence est obligatoire. Bloc de signature, Richard A. Mitchell, Mitchell & Son Construction LLC, établi en 1998. Garrett a répondu à tous en 4 minutes. Merci, papa. La bonne décision. Personne d'autre n'a répondu, mais je sais qu'ils l'ont tous lu. 42 personnes, 42 silences. Il m'avait mis en copie carbone, pas en copie cachée, en CC. Il voulait que je le voie.
Il voulait que je sache que ce n'était plus seulement une insulte à table ou une blague de groupe. C'était rendu légal, officiel, permanent, enfant biologique. 2 mots qui étaient censés être mon avis d'expulsion. J'ai lu l'email 3 fois. Puis je l'ai lu une 4e fois, plus lentement, et quelque chose a fait tilt. Une porte que je ne savais pas là s'est ouverte dans mon esprit. Enfant biologique. Si j'étais l'enfant biologique de Rick, et qu'un laboratoire quelque part au Maryland était sur le point de me dire si je l'étais, alors ce langage ne m'excluait pas. Il me protégeait. Et si j'étais son enfant biologique, et que le testament ne couvrait que les enfants biologiques, alors la vraie question n'était pas du tout à mon sujet. C'était à propos de Garrett. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je suis allé travailler. J'ai intubé un enfant de 6 ans atteint de pneumonie. Et je n'ai plus pensé à l'email avant la fin de mon quart, 14 heures plus tard. Mais il était là, à attendre comme tout le reste. 9 janvier. Je suis allé chez Garrett pour récupérer une boîte de vieilles photos de famille, que maman avait dit avoir laissée dans son garage. Garrett n'était pas là. Sa femme, Stacy, m'a laissé entrer, polie mais distante, comme on traite un parent éloigné à des funérailles. Elle m'a indiqué le garage et est retournée à la cuisine. Mason était dans le salon, 4 ans. Boucle blonde, le sourire de Garrett, un dinosaure dans chaque main. Il a levé les yeux quand je suis passé et a dit, avec la brutalité désinvolte que seul un enfant peut offrir, « Papa dit, tu n'es pas de la vraie famille. Tu n'as pas ta place ici. » Il l'a dit comme il aurait pu dire, « Le ciel est bleu. » Pas de malice, juste une information qu'il avait absorbée, comme les enfants absorbent tout des adultes qui façonnent leur monde. J'ai arrêté de marcher. Ce n'étaient pas les mots. J'avais entendu pire de son grand-père. C'était la réalisation que je regardais ça recommencer. Une nouvelle génération apprenant le même mensonge, le répétant avec la même confiance facile. Mason grandirait en croyant que sa tante était une étrangère, tout comme Garrett l'avait fait, et ses enfants après lui. Je me suis agenouillé. Chérie, la famille, ce n'est pas ce que les gens disent. C'est ce qui est vrai. Mason a cligné des yeux, puis est retourné à ses dinosaures. Il avait déjà oublié. Moi, non. J'ai pris la boîte de photos, j'ai remercié Stacy, et je suis resté dans ma Civic pendant 10 minutes, le moteur éteint. Le chauffage a fait un bruit de tic-tac en refroidissant. Mon souffle a embué le pare-brise. Puis j'ai ouvert mon téléphone. J'ai ouvert mon email. J'ai tapé sur l'objet que j'avais évité depuis Noël. Probabilité de paternité 99,9 % Richard R. Mitchell est le père biologique de Caroline R. Mitchell. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. 4. Et j'ai pensé à une question que je voulais vous poser. Avez-vous déjà vécu un moment où la vérité pouvait tout détruire, mais vous aviez quand même besoin de savoir? Ou ne pas savoir était pire que n'importe quelle retombée? Car c'est là que j'étais. Assise dans une Civic cabossée, dans l'allée de mon frère, les mains tremblantes, le chauffage éteint, l'écran brillant sur mes genoux. J'aimerais entendre votre histoire. Laissez-la dans les commentaires. J'ai fermé l'email. J'ai mis la marche arrière et j'ai conduit jusqu'au travail. Mais quelque chose avait changé. La pierre que j'avais portée dans ma poche pendant 12 ans. Ne pose pas de questions dont tu ne veux pas les réponses. J'ai enfin compris ce que cela signifiait. Et ce n'était pas à mon sujet. Ça n'a jamais été à mon sujet. Je suis resté avec les résultats pendant 3 jours, non pas parce que je doutais d'eux. Le laboratoire était accrédité à ABB, la référence en matière de tests de paternité aux États-Unis. La chaîne de possession était documentée. Les résultats étaient notariés, 99,9 % En science, c'est aussi proche de la certitude que possible sans assister au moment de la conception. Non, je suis resté avec eux à cause de ce qu'ils signifiaient. J'étais la fille de Rick Mitchell, sa fille biologique, l'enfant qu'il avait qualifié d'erreur pendant 20 ans, celle qu'il avait privée de scolarité, de présence et de décence élémentaire. J'étais la sienne. J'avais toujours été la sienne, ce qui signifiait que la liaison de ma mère, celle pour laquelle papa me punissait depuis mes 8 ans, ne m'avait pas produite. Elle avait produit quelqu'un d'autre. J'ai pensé au visage de maman à la table de Thanksgiving quand papa a fait glisser ce kit vers moi. La façon dont elle est devenue blanche,
la façon dont ses doigts ont étranglé le verre de vin. Elle n'était pas embarrassée pour moi. Elle était terrifiée pour elle-même, car elle savait, elle avait toujours su, que si quelqu'un dans cette famille faisait réellement un test ADN, le mensonge ne tiendrait pas. Pas son mensonge à mon sujet. Son mensonge à propos de Gareth. Ne pose pas de questions dont tu ne veux pas les réponses. Elle ne me protégeait pas d'une vérité douloureuse. Elle protégeait Gareth d'une vérité dévastatrice. Et elle se protégeait elle-même de la seule conséquence qu'elle craignait vraiment, Rick découvrant que son « Golden Boy », son héritier, son fils aîné dont la chaise était fièrement sculptée, portait l'ADN d'un autre homme. J'ai pensé à l'appeler. J'ai pris le téléphone 2 fois. Les 2 fois, je l'ai reposé. Que dirais-je? Maman, je sais. Elle nierait. Elle pleurerait. Elle me supplierait de ne pas le dire. Et je serais de nouveau là où j'avais toujours été. Gardant le secret de quelqu'un d'autre, avalant la honte de quelqu'un d'autre, maintenant la paix à mes propres dépens. Pas cette fois. J'ai appelé un avocat à la place. Le bureau de Margaret Foley était sur Main Street à Mechanicsville, un étroit bâtiment en briques entre un salon de coiffure et un cabinet d'experts comptables. 2e étage, pas d'ascenseur. Son bureau était enseveli sous des dossiers et une barre granola à moitié mangée, et les bibliothèques derrière elle ployaient sous des volumes de droit successoral de Virginie, assez épais pour arrêter une balle. Je l'ai trouvé comme la plupart des gens trouvent des avocats de nos jours, avocat successoral Richmond, Virginie, sur Google. Elle était la 3e. Les critiques disaient qu'elle était minutieuse, juste, et qu'elle ne ferait pas perdre votre temps. Ce que je ne savais pas en entrant, c'est que Margaret Foley était allée à l'université James Madison avec ma mère, promotion 1991. Elles avaient perdu le contact il y a des décennies. Margaret l'a mentionné en passant quand j'ai donné mon nom de famille, Mitchell. Un lien avec Jolene Hargrove. Puis elle a continué sans insister. Professionnel. J'ai aimé ça. Je lui ai montré les résultats ADN. Je lui ai montré l'email que papa avait envoyé, concernant le testament, les biens aux enfants biologiques seulement. Je lui ai montré les captures d'écran du chat de groupe familial. Elle a tout lu 2 fois, a bu son café noir, et n'a pas parlé avant d'avoir terminé. Le langage est clair, a-t-elle dit. Si son testament stipule que les biens reviennent aux enfants biologiques, et que vous pouvez prouver que vous êtes son enfant biologique, vous avez une réclamation légale, une forte. Et si quelqu'un d'autre dans la famille n'est pas son enfant biologique, elle a posé son café. Alors, selon le langage exact que votre père a choisi, cette personne n'aurait aucune réclamation du tout. Silence. Vous auriez besoin de plus qu'un test à domicile pour le tribunal, a-t-elle poursuivi. Mais voici le truc, vous n'aurez peut-être pas besoin de tribunal. Une fois que votre père verra ses résultats, il exigera un nouveau test. Et quand il le fera, il testera tout le monde. C'est comme ça que fonctionnent les hommes comme lui. Ils ne cessent de creuser avant que la terre ne les engloutisse. J'ai hoché la tête. Vous réalisez que cela va faire exploser toute votre famille, a-t-elle dit. Je l'ai regardé, à travers ce bureau encombré, la lumière hivernale traversant les stores en bande pâle, et j'ai dit, elle n'a jamais été entière pour commencer. 14 janvier, 4 jours avant la lecture. Papa a appelé, non pour se réconcilier, non pour reconsidérer, mais pour me rappeler ma place. La lecture est samedi. Je t'ai invité, car je veux que tu l'entendes d'Howard en personne, que tu n'auras pas un sou. Ne viens pas là en pleurant. Ne viens pas là en suppliant. Et ne mets pas cette famille plus dans l'embarras que tu ne l'as déjà fait. J'ai tenu le téléphone éloigné de mon oreille et j'ai regardé les secondes défiler sur l'écran. Il a parlé pendant 2 minutes et 11 secondes. J'ai dit 4 mots, je serai là, papa. Il a raccroché le premier. Il le faisait toujours. Le SMS de Gareth est arrivé 20 minutes plus tard. Cal, accepte-le simplement. Papa ne changera pas, prends la défaite avec grâce. Prends la défaite. Comme si toute mon existence était un tableau d'affichage. Puis, maman. Son appel est arrivé à 21h, sa voix basse et tremblante, comme elle le devient après son 2e verre de Pinot Grigio. Caroline, s'il te plaît, ne viens pas. Ce sera plus facile pour tout le monde. Plus facile pour tout le monde. La devise de la famille Mitchell. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai mis mon téléphone à charger,
j'ai versé un verre d'eau, et je me suis tenu à la fenêtre de mon appartement, regardant le parking sombre en contrebas. Ma Civic sous le lampadaire, le givre sur le pare-brise. J'étais en pause entre deux cars. Dans 6 heures, je serai de retour en réanimation, vérifiant les réglages du ventilateur sur un enfant qui pesait moins que mon manteau d'hiver. Je serai calme, précise, nécessaire. Je prendrai des décisions importantes, mesurées en niveau d'oxygène, en fréquence cardiaque et en milligrammes. Et puis, dans 4 jours, j'entrerai dans une pièce pleine de gens qui avaient passé toute ma vie à me dire que je n'avais pas d'importance. Et je laisserai un morceau de papier dire ce que je n'aurais jamais pu. Dana avait raison. Laissons les faits parler. 15 janvier, 3 jours avant. J'ai rencontré Margaret à son bureau après mon quart. Elle avait préparé les copies notariées. 3 ensembles de résultats ADN, chacun dans une enveloppe scellée, chacun portant le cachet de certification du laboratoire et son sceau notarial. Net, officiel. Le genre de document qui n'a pas besoin d'une voix forte pour faire valoir son point. J'ai aussi consulté le projet de testament que votre père a envoyé par email, a-t-elle dit, ajustant ses lunettes de lecture. Il vous a mis en copie, ce qui signifie que ce n'est pas confidentiel, et il y a quelque chose que vous devriez savoir. Elle a tourné son ordinateur portable vers moi. Ce testament n'a pas été exécuté. Pas de signature, pas de témoin. Selon la loi de Virginie, c'est une déclaration d'intention, rien de plus. Ce qui signifie que son précédent testament, celui déposé il y a 3 ans, est toujours le document opérant. Que dit l'Ancien Testament? Langage standard. Les biens sont partagés également entre mes enfants. Pas de qualificatif biologique, pas d'exigence ADN. Je me suis penché en arrière. Donc, même s'il essaie de signer le nouveau, s'il le signe et qu'il est contesté, il stipule enfant biologique seulement, et nous savons toutes les deux ce que cela signifie pour vous. Elle a fait une pause. De toute façon, Caroline, vous êtes protégée. L'Ancien Testament vous inclut. Le Nouveau Testament, s'il est assez fou pour le signer, ne vous inclut que vous. Elle a laissé ça de côté. J'ai rédigé un email cette nuit-là. Destinataire, toutes les adresses de la liste de diffusion de la famille Mitchell. Pièce jointe, les résultats ADN. Objet laissé vide pour l'instant. Je l'ai enregistré dans mon dossier de brouillon et j'ai fermé mon ordinateur portable. Plan B, juste au cas où. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai fait du shopping. Pas dans une friperie, pas chez Target. J'ai conduit jusqu'à une boutique de dépôt-vente à Carytown et j'ai acheté un blazer bleu marine, un pantalon tailleur, et une paire de chaussures Richelieu en cuir. 140$ au total, plus que ce que je dépensais habituellement en vêtements en 3 mois. Dana m'a aidé à m'entraîner ce soir-là. Pas ce qu'il fallait dire, mais ce qu'il ne fallait pas dire. Tu ne leur dois aucune explication, m'a-t-elle dit autour d'une soupe réchauffée de la cafétéria de l'hôpital. Tu entres, tu t'assieds, tu attends le bon moment, et tu poses l'enveloppe sur la table. C'est tout. Laisse le papier parler. J'ai hoché la tête. Pour la première fois en 20 ans, je n'allais pas à un événement familial Mitchell en espérant y survivre. J'y allais préparer. 17 janvier, la veille. Je n'ai pas pu dormir. Non par peur. Pas exactement. C'était quelque chose de plus proche du vertige. Ce sentiment que l'on a quand on se tient au bord d'un endroit élevé et que le corps sait, avant même le cerveau, que tout de l'autre côté sera différent. Je me suis assise sur mon lit avec une boîte à chaussures pleine de vieilles photos. La plupart d'entre elles dataient avant que papa ne décide que je n'étais pas la sienne. Il y en avait une à laquelle je revenais sans cesse. Moi, à 5 ans, assise sur ses genoux dans le jardin. Nous deux en train de rire, ses bras autour de moi, ma tête en arrière, le soleil derrière nous. C'était la dernière fois qu'il me tenait. J'avais 5 ans. Je ne me souviens pas de ce qui était drôle. Je me souviens juste d'avoir ressenti de la sécurité. J'ai regardé cette photo longtemps. Demain, j'entrerai dans une pièce et je mettrai fin à ma famille telle qu'elle existait. Non pas la détruire. Elle était déjà détruite. L'était depuis 20 ans. Nous ne l'avions juste pas admis. Mais mettre fin à la version que tout le monde avait accepté de jouer. La version où papa était le patriarche juste.
Où Gareth était l'héritier digne, où maman était la femme loyale, où j'étais l'erreur. Tout ça à cause d'un morceau de papier dans mon sac. J'ai appelé Dana à 23 heures. Est-ce que je fais la bonne chose? Elle n'a pas hésité. Est-ce qu'ils te font la bonne chose? Silence. Callie, cet homme t'a humilié devant toute ta famille pendant des vacances. Il essaie de t'effacer légalement. Ton frère te traite comme une note de bas de page. Ta mère a tout regardé et a choisi son confort plutôt que ta dignité pendant 20 ans. Elle a pris une respiration. Tu n'as pas commencé ça. Tu es juste celle qui est assez courageuse pour le finir. J'ai raccroché. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Les résultats ADN brillaient sur l'écran. 99,9998%. Je l'ai fermé. J'ai placé l'enveloppe notariée dans mon sac, le fourre-tout bleu marine que j'avais acheté pour aller avec le blazer, et je l'ai posé près de la porte. J'ai éteint la lumière. Je n'ai pas dormi, mais j'étais prête. 18 janvier, 9h47. Le bureau de Howard Pratt se trouvait dans un immeuble professionnel en briques rouges sur Broad Street, le genre d'endroit qui sent le vieux tapis et l'autorité. Deuxième étage, moquette bouclée, lambris en noyer, diplômes encadrés disposés avec une précision chirurgicale. Je suis arrivé 13 minutes en avance, délibérément. Je voulais être assise avant que quiconque n'entre. La salle de conférence était longue et étroite, une table en noyer, 12 chaises en cuir, une fenêtre donnant sur le parking. L'assistante de Howard Pratt m'a offert de l'eau. Je l'ai prise, posée sur un sous-verre, puis j'ai posé mon sac sur le sol, à côté de ma chaise, l'enveloppe à l'intérieur. Ils sont arrivés en groupe. Oncle Denny et tante Brenda les premiers, silencieux, me saluant avec la politesse prudente des gens qui savent que quelque chose va mal tourner. Puis des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis le dernier Thanksgiving. Puis Gareth et Stacy. Gareth dans une veste de sport qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Stacy, ses talons claquant sur le parquet. 15 personnes au total. Pas toute la famille, mais ceux qui comptaient. Le cercle restreint. Papa est arrivé en dernier. Bien sûr. Rick Mitchell n'entrait pas dans une pièce. Il l'occupait. Blazer anthracite, chemise blanche amidonnée, la bretline attrapant la lumière du plafond. Il s'est assis en bout de table. Gareth s'est glissé sur la chaise à sa droite. Maman s'est assise à sa gauche, les yeux déjà rougis, les doigts travaillant le fermoir de son bracelet Mikimoto comme un chapelet. Papa m'a vu et s'est arrêté. Surprise que tu te sois présenté, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. J'ai croisé les mains sur la table. Je portais le blazer bleu marine, le pantalon tailleur, les Richelieu en cuir. Mes cheveux étaient attachés. Pas de boucle d'oreille, pas de maquillage, sauf un trait net de rouge à lèvres, car Dana m'avait dit, à moitié en plaisantant, que l'armure prend toutes les formes. Howard Pratt est entré avec un classeur en cuir. Il s'est assis à l'extrémité opposée de papa, s'est éclairci la gorge. C'est une formalité, Callie, a dit papa de l'autre bout de la table, assez fort pour la pièce. Tu es là par courtoisie, rien de plus. J'ai croisé son regard. Je n'ai rien dit. Howard a ouvert le classeur. Howard Pratt était un homme méticuleux. La soixantaine, lunettes à monture métallique, le genre d'avocat qui lisait chaque clause à voix haute, car il avait déjà vu ce qui se passait quand quelqu'un ne le faisait pas. Il a ouvert le classeur, a ajusté ses lunettes, et a commencé. Ce document représente les intentions testamentaires déclarées de Richard Alan Mitchell, préparées en consultation avec ce bureau, daté du 3 janvier de cette année. Saute le préambule, Howard, a dit papa. Passe au fait. Howard lui a jeté un coup d'œil, puis a hoché la tête. Il a tourné une page. Article 4, section 1, distribution des biens. Tous les biens immobiliers, intérêts commerciaux et actifs financiers détenus par Richard Alan Mitchell, seront transmis exclusivement à ses enfants biologiques, tels que vérifiés par des documents légalement reconnus à la date de son décès. Papa s'est penché en arrière sur sa chaise et m'a regardé, non pas avec colère, mais avec satisfaction, le regard d'un homme qui vient de clouer la dernière planche d'une clôture. Tu vois, a-t-il dit. Noir sur blanc. Gareth a hoché la tête. C'est juste du business, Cal. Quelques proches se sont agités sur leur siège.
Tante Brenda a serré les lèvres. Oncle Denny a étudié le grain de la table. Personne n'a parlé. Howard a continué, détaillant la répartition. La maison de Breerood, les parts de Mitchell & Son, les comptes d'investissement, l'assurance vie. 3,2 millions de dollars de valeur estimée totale. Tout cela destiné aux enfants biologiques. La phrase se répétait comme un coup de marteau. Enfant biologique. Enfant biologique. Enfant biologique. Et chaque fois qu'il la prononçait, le menton de papa se levait un peu plus. Quand Howard a fini, il a retiré ses lunettes et a croisé les mains. Ce document reste sous forme de brouillon et nécessite une exécution, des signatures et des témoins pour devenir légalement contraignant. Cependant, M. Mitchell souhaitait partager ses intentions avec la famille avant la finalisation. Il a regardé autour de la pièce. Y a-t-il des questions ou des objections? Silence. Papa a souri. La pièce a expiré. Ma main s'est dirigée vers mon sac. J'ai une objection. Ma voix est sortie plus ferme que prévu, basse, claire. Le genre de voix que j'utilise à 3 heures du matin, quand une alarme de ventilateur se déclenche et qu'une pièce pleine de parents paniqués a besoin de quelqu'un de calme. Toutes les têtes se sont tournées. Le sourire de papa ne s'est pas effacé. Il s'est figé. Excusez-moi. Pas émotionnel, ai-je dit. Procédural. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte de la salle de conférence, je l'ai ouverte. Margaret Foley est entrée. Tailleur pantalon gris, lunettes de lecture sur une chaîne, une pochette en cuir sous le bras. Elle attendait dans le couloir depuis 11 minutes. Nous avions chronométré. Qui diable est-ce, a dit papa. Je m'appelle Margaret Foley. Je suis avocate en droit des successions, agréée dans le Commonwealth de Virginie, et je représente Caroline Mitchell. La pièce est devenue très silencieuse. Tu as engagé un avocat? La voix de papa a monté. Pas encore en colère, mais proche. Le son d'un orage avant le premier éclair. Pourquoi faire? Il n'y a rien à contester. Vous n'êtes pas Monsieur Mitchell. La voix de Margaret était nette. Votre projet de testament stipule que les biens sont transmis aux enfants biologiques seulement. Nous aimerions soumettre des documents pertinents à cette clause. Elle m'a fait un signe de tête. J'ai fouillé dans mon sac. Mes doigts ont trouvé l'enveloppe, lisse, scellée, le cachet du notaire légèrement en relief sous mon pouce. Je l'avais portée pendant 3 jours. Elle ne pesait presque rien. Elle pesait tout. Je l'ai posée sur la table, centrée, juste entre la carafe d'eau et le classeur en cuir. 15 personnes la fixaient. La respiration de maman a changé. Je l'entendais de l'autre bout de la pièce. Superficielle, rapide, comme les patients respirent quand ils savent qu'une mauvaise nouvelle arrive avant que le médecin n'ouvre la bouche. J'ai regardé mon père. Tu voulais savoir si j'étais la tienne, papa. Tu me l'as demandé à Thanksgiving, devant toute la famille. Tu m'as donné un kit ADN. Tu en as fait une blague. J'ai poussé l'enveloppe d'1 pouce vers lui. J'ai fait le test. Voici les résultats. Margaret a ouvert l'enveloppe avec le calme exercé de quelqu'un qui avait fait ça 100 fois. Elle a sorti 3 pages agrafées, a balayé la pièce du regard, et a lu à voix haute. Test de paternité effectué par Genalink Diagnostic, un laboratoire accrédité à ABB à Bethesda, Maryland. Sujet du test, Richard Alan Mitchell, père présumé. Caroline Rose Mitchell, enfant. Échantillon reçu le 2 décembre. Analyse terminée le 19 décembre. Elle a fait une pause. La pièce était si silencieuse que j'entendais la chaudière fonctionner à travers les conduits d'aération. Conclusion, sur la base de l'analyse des marqueurs génétiques, la probabilité de paternité est de 99,998%. Richard Alan Mitchell est le père biologique de Caroline Rose Mitchell. Elle a posé le papier. Papa le fixait comme s'il était écrit dans une langue qu'il avait oubliée. Sa bouche s'est ouverte, fermée, rouverte. C'est pas possible. Le laboratoire est accrédité au niveau fédéral, a dit Margaret d'une voix égale. Les résultats sont notariés. La chaîne de possession est documentée. J'ai 2 copies certifiées supplémentaires si vous souhaitez que votre propre avocat les examine. Garrett s'est jeté en avant sur sa chaise.
Elle a truqué ça. Elle a dû truquer ça. C'est impossible. Monsieur Mitchell. Margaret n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. L'accréditation AABB est la norme utilisée par les tribunaux américains pour la détermination de la paternité. Ces résultats sont aussi fiables qu'un test ordonné par un juge. La bouche de Garrett s'est agitée, mais rien n'est sorti. Maman n'avait pas bougé. Ses mains étaient à plat sur la table. Ses yeux étaient fixés sur le papier. Son visage. Je n'oublierai jamais ça. Son visage affichait l'expression d'une personne regardant un bâtiment s'effondrer au ralenti, sachant qu'elle était à l'intérieur. Papa s'est tourné vers Howard Pratt. Howard, c'est elle peut faire ça. Howard a retiré ses lunettes. Rick, les résultats semblent légitimes. Je recommanderais, je n'ai pas demandé de recommandation, Monsieur Mitchell. Margaret a croisé les mains. Avant de demander un nouveau test, ce à quoi vous avez droit, vous voudrez peut-être envisager de tester tous vos enfants. Étant donné ce que nous savons maintenant, cela semble prudent. Le mot a atterri comme une grenade à retardement. Tous. Papa a regardé Garrett, puis maman, puis est revenu vers moi, et pour la première fois en 20 ans, j'ai vu la certitude de mon père se fissurer. Je ne l'ai pas dit. Je veux être clair là-dessus. Je n'ai pas dit, Garrett n'est pas ton fils. Je n'ai pas dit que maman avait eu une liaison. Je n'ai accusé personne de rien. Je n'avais pas besoin de le faire. Les mathématiques faisaient déjà le travail. On pouvait les voir se déplacer dans la pièce comme un courant. Visage par visage, chaise par chaise. Si Callie est la fille de Rick, et que Rick a cru pendant 20 ans que sa femme l'avait trompé, alors qui était le produit de cette liaison? J'ai gardé ma voix égale. Je suis votre enfant biologique, papa. Le test le confirme. Maintenant, si vous souhaitez procéder avec un testament qui laisse tout à vos enfants biologiques, je soutiens pleinement cela. La phrase est restée là, comme une allumette allumée sur de l'herbe sèche. Garrett s'est levé. Qu'est-ce qu'elle insinue? Je l'ai regardé. Je n'insinue rien, Garrett. Je présente des faits. Papa m'a appris que c'est ce que font les Mitchell. Son visage est devenu rouge. Pas rouge de gêne, mais rouge de fureur, le genre qui commence au col et monte. Il s'est tourné vers maman. Dis-lui qu'elle a tort. Maman, dis-lui. Jolene ne l'a pas regardé. Elle fixait la table, les deux mains pressées à plat comme si elle essayait de la maintenir ensemble physiquement, moléculairement. Rick. Sa voix est sortie cassée. Nous devons parler en privé. Assieds-toi, Jolene. La voix de papa était une lame. Il n'avait pas bougé de sa chaise, mais quelque chose derrière ses yeux avait changé. Un glissement tectonique, lent et irréversible. Il regardait Garrett de la même manière qu'il m'avait regardé pendant 20 ans. Tante Brenda s'est penchée en avant. Rick, qu'est-ce qui se passe? Oncle Denny a posé une main sur la table. Tout le monde, juste, prenons une respiration. Mais personne n'a pris de respiration. La pièce en retenait une. Jolene a commencé à pleurer. Pas le genre silencieux. Le genre qui sonne comme si quelque chose à l'intérieur avait enfin cédé. Une digue, un mur, un mensonge maintenu par 30 ans de silence et un bracelet Mikimoto. Elle pleurait parce qu'elle avait peur. Et tout le monde dans cette pièce pouvait le sentir. Papa s'est tourné vers elle, lentement. La façon dont un homme se tourne quand il connaît déjà la réponse, mais a besoin de l'entendre à voix haute. La façon dont vous avez besoin d'entendre le médecin prononcer le mot, même si le scanner est là sur l'écran. Y a-t-il quelque chose que tu dois me dire, Jolene? Elle a secoué la tête. Puis elle a arrêté de la secouer. Puis elle a couvert son visage de ses deux mains, et le bracelet Mickey a glissé le long de son poignet et a cliqueté sur la table en noyer. Rick, je c'était avant la naissance de Callie. C'était, qui? Greg Nolan. Le nom est tombé comme une pierre dans l'eau calme. J'ai regardé l'onde se propager. La main de tante Brenda s'est portée à sa bouche. Oncle Denny a fermé les yeux. Deux cousins ont échangé un regard si rapide, que vous l'auriez manqué si vous aviez cligné des yeux. Greg Nolan. Le nom signifiait quelque chose pour les Mitchell plus âgés. Il avait été sous-traitant pour Mitchell & Son au début des années 90.
Équipe de charpentiers, à l'époque où papa construisait encore l'entreprise depuis un pick-up. Il avait fréquenté la famille, la maison, Jolene. C'était une fois, maman. Une fois, Rick, début 94, tu étais parti pendant 3 mois sur ce projet de la baie de Chesapeake, et j'étais seul. Et début 94. La voix de papa était plate, mécanique. Il faisait les calculs. Tout le monde faisait les calculs. Garrett était né en octobre 1994. La pièce a compris avant Garrett. Je pouvais le voir sur leur visage, la lente, horrible révélation. La façon dont les gens regardent quand ils réalisent qu'une histoire qu'ils ont cru toute leur vie était construite sur du sable. Garrett fixait maman. Qu'est-ce que tu dis? Maman, qu'est-ce que tu dis? Elle ne pouvait pas le regarder. Elle ne pouvait regarder aucun de nous. Sa tête est tombée et ses épaules se sont repliées, et elle a murmuré, « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Le poing de papa a frappé la table. Pas assez fort pour casser quoi que ce soit, mais assez fort pour faire trembler chaque verre. Greg Nolan. Sa voix a craqué sur le nom. Le gars qui a coulé mes fondations. Personne n'a répondu. Personne ne pouvait. Garrett était debout maintenant, les 2 mains sur la table, penché en avant comme un homme se préparant à une vague qu'il ne pouvait pas voir. Non. Sa voix était aiguë, tendue, dépouillée de toute la facilité du « Golden Boy ». Non, c'est un mensonge. Papa, dis-lui qu'elle ment. Dis-lui. Papa ne lui a rien dit. Il regardait Garrett. Le regardait vraiment, peut-être pour la première fois en 31 ans. Et j'ai vu quelque chose changer derrière ses yeux. Le même rétrécissement, la même évaluation froide, le même soupçon qu'il avait dirigé vers moi, à travers les tables de dîner, les dîners de fête et les légendes de chats de groupe, pendant 2 décennies. Il mesurait Garrett de la même manière qu'il m'avait toujours mesuré. « Je suis ton fils », a dit Garrett. « Je te ressemble tellement. » Tout le monde dit « Papa ». Tout le monde dit que je te ressemble tellement. La voix de papa est sortie douce, presque un murmure. « Tu ressembles à Greg. » Garrett a tressailli comme s'il avait été frappé. Et la pièce. La pièce a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Tous les regards se sont tournés vers le portrait de famille encadré, accroché au mur de Howard Pratt. Pas notre portrait, celui de Howard. Mais ça n'avait pas d'importance, car les Mitchell imaginaient tous la même image. La photo de carte de Noël de 2019, celle que maman avait envoyée à 150 personnes. Rick, Jolene, Garrett, tous blonds, et moi, la fille aux cheveux auburn, légèrement à part, comme si j'avais été photoshopé d'une autre famille. Sauf que maintenant, la photo se lisait différemment. Tante Brenda est celle qui l'a dit doucement, presque à elle-même. Oh mon Dieu, les cheveux. Callie a les cheveux de la mère de Rick. Elle avait raison. Grand-mère Ella Mitchell, la mère de papa, décédée quand j'avais 3 ans, avait les cheveux auburn, roux foncé, presque acajou. Je l'avais vue sur des photographies, mais je n'avais jamais fait le lien, car personne ne m'avait jamais permis de le faire. Personne n'avait jamais dit « Tu ressembles à ta grand-mère, Callie ». Cette phrase était réservée à Garrett. Tu ressembles à ton père. Sauf qu'il ne ressemblait pas. Il n'avait jamais ressemblé. La pièce se défaisait. Garrett a repoussé sa chaise et a fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre, les mains jointes derrière la nuque, respirant fort. Stacy a tendu la main vers lui. Il s'est éloigné. Maman était affalée sur sa chaise, à peine consciente. Tante Brenda avait un bras autour d'elle, lui éventant le visage avec un bloc-notes légal. Howard Pratt était assis, parfaitement immobile, stylo figé au-dessus de son classeur, le visage d'un homme regardant son temps facturable se transformer en brasier. Papa n'avait pas bougé. Il était assis en bout de table, les mains à plat sur la surface en noyer, fixant le rapport ADN comme un miroir, montrant un visage qu'il ne reconnaissait pas. Je me suis levé, pas rapidement, pas de manière dramatique. La façon dont je me lève en réanimation, quand j'ai des informations qu'une famille a besoin d'entendre. Ferme, présente. Papa, il n'a pas levé les yeux. Pendant 20 ans, tu m'as appelé une erreur. Tu as déchiré la carte de fête des pères que j'avais faite quand j'avais 8 ans. Tu n'es pas venu à ma remise de diplôme.
Tu as coupé mes frais de scolarité et m'as laissé contracter 47 000 $ de prêt. Tu as posté à mon sujet dans le chat de groupe familial comme si j'étais une blague. Tu m'as tendu un kit ADN à Thanksgiving devant 25 personnes et m'as défié de prouver que j'appartenais. J'ai fait une pause. Et maintenant ce kit, ta blague, prouve que j'étais ton unique enfant biologique pendant tout ce temps. La fille que tu as jetée était celle qui était réelle, et le fils à qui tu as tout donné, je me suis arrêté, car je ne suis pas cruel. Parce que Gareth était à la fenêtre et ses épaules tremblaient. Et quoi qu'il fût, quoi qu'il ait fait, il n'avait pas choisi cela, pas plus que moi. Je ne suis pas venu ici pour prendre l'argent de qui que ce soit, ai-je dit. Je ne suis pas venu ici pour me venger. Je suis venu ici parce que tu m'as convoqué. Tu voulais que la vérité soit lue à voix haute devant la famille. Alors la voici. Je l'ai regardée, la Breitling à son poignet, les mains qui avaient bâti une entreprise et déchiré la carte d'une enfant avec la même facilité. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de ton nom. J'avais juste besoin que tu saches que ta blague la plus cruelle a dit la vérité que tu avais trop peur de découvrir. Je me suis assise. La pièce était silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés de ma mère et du bruit de la chaudière circulant dans les conduits. Personne n'a regardé mon père. Tout le monde m'a regardé. Tante Brenda a bougé la première. Elle s'est levée lentement, comme une femme qui vient de prendre une décision qu'elle aurait dû prendre il y a longtemps, a traversé la pièce et m'a pris dans ses bras. Pas une étreinte polie. Une vraie, le genre qui dit « je te vois et je suis désolé » sans utiliser aucune de ces phrases. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, a-t-elle murmuré contre mon épaule. Je l'ai regardé te faire ça et je n'ai rien dit. Je suis désolé, Cali. Oncle Denis s'est éclairci la gorge. Il regardait papa, et son expression n'était pas de la sympathie. C'était quelque chose de plus dur. Rick, qu'est-ce que tu as fait? Papa n'a pas répondu. Ma cousine Terra, celle qui avait envoyé le seul emoji grimaçant dans le chat de groupe, s'est levée et a marché de mon côté de la table. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste tenue là, à côté de Brenda, à côté de moi. Un vote silencieux. D'autres ont suivi. Pas tous. Certains fixaient la table. Certains étudiaient leur téléphone. Mais assez d'entre eux, 5, puis 6, puis 8, ont déplacé leur poids, leur chaise, leur attention vers le fond de la pièce où j'étais assise, le fond près de la porte, le fond près de la cuisine, la place qui m'avait été attribuée toute ma vie. Howard Pratt a fermé son classeur. Il a retiré ses lunettes et a parlé avec la gravité mesurée d'un homme choisissant ses mots pour un dossier juridique. Monsieur Mitchell, je vous conseille fortement de reporter toute action supplémentaire concernant ce plan successoral, jusqu'à ce que les faits pertinents puissent être vérifiés indépendamment. Le document tel que rédigé n'est plus simple. C'était la façon de Howard de dire « Vous avez écrit un testament pour punir votre fille, et il est juste devenu l'instrument de votre propre perte. » Gareth était déjà parti. Il s'était éclipsé pendant l'étreinte de Brenda, les talons de Stacy claquant derrière lui dans le couloir. J'ai entendu la porte d'entrée du bâtiment s'ouvrir et se fermer. Maman était aidée à se lever par Brenda et une cousine dont je devrais me souvenir du nom, mais ce n'est pas le cas. Son mascara avait coulé en 2 lignes sombres sur ses joues. Elle m'a regardé une fois, juste une fois. Alors qu'elle l'a guidée devant ma chaise, elle n'a rien dit, mais ses yeux ont tout dit. Je suis désolé. Et tu n'étais jamais censé le découvrir. Papa était assis seul en bout de table. La Breitling attrapait la lumière. Le classeur était fermé. Le rapport ADN gisait au centre de la table, intact, comme un verdict que personne ne voulait être le premier à ramasser. Il n'avait toujours pas dit un mot. Margaret l'a expliqué dans le couloir après, tandis que la famille passait devant nous vers le parking. Elle a gardé sa voix basse, mais elle n'a pas mâché ses mots. Voici où en sont les choses. Le Nouveau Testament de votre père, celui que Howard vient de lire, n'a jamais été signé. C'est un brouillon. Légalement, c'est du papier toilette. Elle a levé un doigt. Son testament précédent, déposé en 2021, divise sa succession également entre mes enfants. Pas de qualificatif biologique. Ce testament est toujours en vigueur. Donc, je suis couverte de toute façon? J'ai dit. Oui, selon l'Ancien Testament, vous héritez en tant que son enfant.
s'il est assez têtu pour signer le nouveau, enfant biologique seulement, vous héritez en tant que son seul enfant biologique. Il a construit une cage et s'y est enfermé. Elle a jeté un coup d'œil vers le parking où le Tao de Gareth démarrait rapidement, les pneus crissant sur l'asphalte froid. Et Gareth? Cela dépend de votre père. Selon le nouveau projet, Gareth n'a aucune prétention. Il n'est pas un enfant biologique. Selon l'Ancien Testament, il est listé comme un enfant, ce qui est légalement suffisant, à moins que quelqu'un ne le conteste. Je ne le contesterai pas. Elle a hoché la tête. Il y a une autre option. Votre père pourrait adopter formellement Gareth. L'adoption d'adultes est légale en Virginie. Une requête simple. Pas de limite d'âge. Cela rétablirait le statut juridique de Gareth en tant qu'enfant de Rick, à des fins d'héritage. Mais ce serait public. Ce serait enregistré. Oui. Et Gareth devrait consentir. Je me suis appuyé contre le mur de briques et j'ai regardé ma respiration se troubler dans l'air de janvier. De l'autre côté du parking, tante Brenda aidait maman à monter dans sa Lexus. Oncle Denny se tenait près de son camion, les mains dans les poches, regardant le sol. 15 personnes étaient entrées dans cette pièce en croyant une histoire. Elles en étaient sorties en portant une autre. Et l'homme qui avait écrit les deux versions était toujours assis à l'intérieur, seul en bout d'une table vide. Margaret, merci. Elle m'a serré la main, ferme, professionnelle. Vous n'aviez pas besoin de moi, Callie. Vous aviez juste besoin que la vérité ait un témoin. Je suis rentré. La salle de conférence était vide, sauf papa. Howard était parti discrètement, j'en suis sûr, avec un bref et facturable au revoir. Le classeur en cuir était parti. La carafe d'eau était toujours là, la condensation s'accumulant sur le noyer. Papa était assis en bout de table. Ses mains étaient sur ses genoux maintenant. La breteligne avait glissé le long de son poignet, lâche, comme s'il avait perdu du poids dans les 30 dernières minutes. Ses yeux étaient rouges, mais secs. Il ne pleurait pas. Je ne pense pas que Rick Mitchell ait pleuré depuis que Reagan était au pouvoir. Je me suis assise en face de lui, pas à l'autre bout, pas près de la porte de la cuisine. J'ai tiré une chaise à 2 places de distance et je me suis assise et j'ai attendu. Il a fallu presque une minute entière. Tu savais, a-t-il finalement dit avant le test. Tu savais pour Gareth? Non, ai-je dit. J'ai juste pas fui cette fois. Il a hoché la tête lentement, comme si le mouvement faisait mal. Un autre silence. Plus long. La chaudière s'est rallumée et les évents ont exhalé de l'air chaud dans la pièce. Je te dois, a-t-il commencé. Tu ne me dois rien. Je veux prendre, il m'a regardé alors. Vraiment regardé. Pas le regard dédaigneux à travers une table de dîner. Pas l'évaluation froide d'un homme cataloguant des preuves. Il m'a regardé comme j'imagine qu'il a regardé cette photographie, celle de moi à 5 ans sur ses genoux, riant avant qu'il ne décide que je n'appartenais pas. Mais tu me dois des excuses, ai-je dit, par écrit, envoyé aux mêmes personnes qui t'ont regardé m'humilier. Le chat de groupe, la liste de diffusion, chaque personne qui a ri de cette blague du kit ADN. Il a ouvert la bouche. Je ne te demande pas de m'aimer, papa. Je te demande de corriger le tir. Il a fermé la bouche. Il a fixé la table. Je me suis levé, j'ai ramassé mon sac, et je suis sorti du bureau de Howard Pratt dans le froid de janvier. Le ciel était blanc. L'air avait un goût de givre. Ma Civic était la plus vieille voiture du parking. Je suis monté dedans. J'ai tourné la clé. Le moteur a toussé, puis a démarré. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital. J'avais un quart de travail dans 2 heures. Une semaine plus tard, Gareth a appelé. J'étais dans la salle de repos, mangeant une barre granola entre 2 patients, quand son nom s'est illuminé sur mon téléphone. J'ai failli laisser le message sur la boîte vocale. Gareth ne m'avait jamais appelé avec une bonne nouvelle. Mais quelque chose en moi, peut-être la même chose qui m'avait fait dire « d'accord » à la table de Thanksgiving, m'a dit de répondre. Je l'ai fait, a-t-il dit. Pas de salutation, pas de préambule. Sa voix semblait râpée, creuse, comme un homme qui avait crié dans une pièce vide. J'ai fait le test, je suis allé à un laboratoire à Henrico, j'ai eu les résultats ce matin. J'ai posé la barre granola.
0%, a-t-il dit. Richard Mitchell n'est pas mon père biologique. Probabilité 0. Je l'ai écouté respirer, inspirer, expirer. Le son d'un homme recalibrant 31 ans d'identité en temps réel. Tu savais que c'était moi, a-t-il demandé. Quand tu es entré avec cette enveloppe. Tu savais? Non, je savais juste que c'était moi. Silence. Je t'ai appelé Mitchell honoraire toute ta vie, a-t-il dit. Sa voix a craqué sur le mot « honoraire ». Je l'ai dit comme une blague. Chaque Thanksgiving, chaque Noël que tu étais autorisé à fréquenter. Et c'est moi qui, il n'a pas fini. Tu es toujours mon frère, Garrett. Ça n'a pas changé. Comment peux-tu dire ça après tout ce que j'ai, parce que c'est vrai. Nous n'avons pas choisi ça, ni l'un ni l'autre. J'ai entendu quelque chose à l'autre bout que je n'avais jamais entendu de Garrett Mitchell en 31 ans. Il pleurait. Pas le genre frustré, en colère. Le genre qui vient quand l'échafaudage tombe et que tu réalises que le bâtiment sur lequel tu te tenais n'a jamais été là. Et tu sais quoi? Je veux te demander quelque chose. Si tu étais à la place de Garrett, si tu découvrais que chaque privilège, chaque avantage, chaque moment de « Golden Boy » de toute ta vie était bâti sur un mensonge que quelqu'un d'autre avait dit avant ta naissance. Que ferais-tu? Je ne connais vraiment pas la réponse. Je ne déteste pas Garrett. Il était une victime, à sa manière aussi. Il ne l'a juste jamais su, jusqu'à maintenant. Dis-moi ce que tu en penses. Laisse-le dans les commentaires. Je n'ai pas pleuré. J'avais pleuré il y a des années. Viens dîner un de ces jours, ai-je dit. J'ai une chaise, mais j'en emprunterai une autre. Il a ri. À peine. C'était un début. 2 semaines après la lecture, maman s'est présentée à mon appartement. Je l'ai vue par le l'œilleton, debout dans le couloir dans son manteau de laine, sans maquillage, les cheveux sales, l'air plus petite que jamais. Elle est restée là 5 bonnes minutes avant de frapper. Je le sais parce que j'ai regardé. J'ai ouvert la porte. Elle a regardé mon studio, les 42 mètres carrés, le comptoir qui servait de bureau, la seule chaise, le minuscule sapin de Douglas toujours là parce que je n'avais pas eu le cœur de le descendre. Et quelque chose dans son visage s'est effondré. Non pas parce que l'appartement était petit, mais parce qu'il était le mien, parce que j'avais bâti cette vie avec rien de ce qu'elle ou papa m'avait donné, et qu'elle tenait toujours. Puis-je entrer? J'ai fait un pas de côté. Elle s'est assise sur le bord de mon lit, le seul autre endroit où s'asseoir, et a pressé ses paumes l'une contre l'autre entre ses genoux. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé le sol. Je savais que Garrett n'était pas le fils de Rick dès le jour de sa naissance, a-t-elle dit. Le timing. Je savais, et j'étais terrifié. Alors, je n'ai rien dit. Et quand ton père a commencé à soupçonner, quand il t'a regardé avec tes cheveux roux et a décidé que tu étais la preuve de ce que j'avais fait, je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé te blâmer, parce que tant qu'il te soupçonnait, il ne soupçonnait pas Garrett. Et tant qu'il ne soupçonnait pas Garrett, il ne divorcerait pas de moi. Elle a dégluti. Je t'ai utilisé comme un bouclier, Caroline. Pendant 20 ans, j'ai laissé ma fille subir le châtiment de mon mensonge. Les mots ont flotté dans l'air de mon minuscule appartement. Oui, ai-je dit. Tu l'as fait. Elle a tressailli. Je ne peux pas te pardonner aujourd'hui. Peut-être jamais. Mais je ne veux plus porter ton secret, maman. Et je ne porterai pas non plus ta culpabilité. Ça, c'est à toi. Elle a hoché la tête. Elle s'est levée. Elle a marché jusqu'à la porte. J'ai remarqué ses poignets nus. Pas de bracelet Mikimoto. Elle est partie sans demander un câlin. J'ai fermé la porte derrière elle, je me suis appuyé contre elle, et je suis resté là jusqu'à ce que ma respiration soit à nouveau régulière. Puis je me suis préparé à dîner seul dans mon appartement, selon mes propres termes. 14 février, la Saint-Valentin, de toute chose. L'univers a un étrange sens du timing. Je déjeunais à la cafétéria de l'hôpital. Sandwich au poulet, jus d'orange, lumière fluorescente, l'habituel. Quand mon téléphone a vibré, notification de mail de Richard à Mitchell. Objet, à ma famille. Destinataire, la liste de diffusion de la famille Mitchell. Les 42 membres.
La même liste qu'il avait utilisée pour partager la photo du kit ADN. La même liste qu'il avait utilisée pour annoncer le testament. Je l'ai ouvert. À ma famille, j'ai passé 20 ans à traiter ma fille Caroline comme si elle n'appartenait pas. Je l'ai appelée une erreur. Je lui ai refusé des opportunités que j'offrais librement aux autres. Je l'ai humiliée publiquement à plusieurs reprises, plus récemment à Thanksgiving, devant des gens auprès desquels elle avait tout le droit de se sentir en sécurité. J'avais tort. Caroline est ma fille biologique. Elle a toujours été ma fille biologique. Le doute que j'entretenais était infondé, et les dommages que j'ai causés à cause de cela sont quelque chose avec quoi je devrais vivre le reste de ma vie. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle n'a pas demandé l'entreprise. Elle n'a demandé qu'une chose, une correction publique. Voici cette correction. Caroline, tu n'as jamais été une erreur. C'était moi. Richard R. Mitchell. Je l'ai lu 2 fois. Le bruit de la cafétéria, les plateaux qui s'entrechoquent, le téléphone de quelqu'un qui sonne, 2 infirmières qui se disputent un échange de cartes. Tout continuait autour de moi comme si rien ne s'était passé. Dana s'est glissée sur la chaise en face de moi. Elle avait vu mon visage. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai tourné le téléphone. Elle l'a lu. Elle m'a regardé. Ça va? J'y ai pensé. Vraiment pensé. Pas le « je vais bien » réflexe qu'on donne quand quelqu'un demande pendant une semaine difficile, mais un inventaire honnête. 20 ans de soustraction, un Thanksgiving, une enveloppe, un morceau de papier qui disait ce que mon père ne pouvait pas. Je suis libre, ai-je dit. Dana a hoché la tête. Elle n'a pas insisté. Elle s'est juste assise là avec moi, mangeant son propre terrible sandwich de cafétéria sous les mêmes lumières fluorescentes, dans la même pause qui se terminerait dans 12 minutes. C'était le moment le plus ordinaire de ma vie. Et c'était suffisant. Margaret a appelé début mars. Votre père veut réviser le testament. Nouvelle formulation. Les biens sont partagés également entre vous et Garrett. Il dépose une requête pour adoption d'adultes. Garrett a accepté. Les tribunaux de Virginie traitent cela en quelques semaines. Cela rétablira le statut juridique de Garrett en tant qu'enfant de Rick à toutes fins utiles. Bien, ai-je dit. Il y a aussi la question de votre part, environ 800 000 à 1,6 million, selon les évaluations. Votre père veut que vous l'ayez. J'étais debout à mon comptoir de cuisine, le même comptoir où j'avais mangé seul le dîner de Noël, où j'avais ouvert le kit ADN, où j'avais rédigé un email qui avait changé ma famille. Le comptoir qui servait de bureau, de table à manger, de vie. Je veux que cela soit converti en un fonds de bourse doté, ai-je dit, pour les étudiants en soins infirmiers issus de familles à faible revenu, programme BSN accrédité, renouvelable pendant 4 ans, sans condition. Nommez-le la bourse de soins infirmiers Mitchell. Silence au bout du fil. Vous êtes sûr, a dit Margaret. Je ne me suis pas battu pour l'héritage. Je me suis battu pour la vérité. La vérité a toujours suffi. Elle a fait une pause. Je rédigerai les documents. J'ai signé les documents un mardi soir à mon comptoir de cuisine. Le même stylo que j'utilise pour les dossiers des patients. La même table. Les mêmes 42 mètres carrés. Quelque part, une étudiante en soins infirmiers de 20 ans qui a grandi en se faisant dire qu'elle n'était pas suffisante, qui a travaillé en double et emprunté de l'argent et continué à se présenter quand même, recevrait un jour une lettre lui disant que quelqu'un croyait en son avenir. Que quelqu'un avait déjà été exactement dans sa position et s'en était sorti. Elle ne connaîtrait pas mon nom. C'était bien. Je n'avais pas besoin que quelqu'un connaisse mon nom. J'avais juste besoin que quelqu'un ait la chance que j'ai failli ne pas avoir. Avril, le premier samedi chaud depuis des mois. Le genre de soirée printanière en Virginie où les cornouillers sont en fleurs, où l'air sent l'herbe coupée, et où la lumière reste dorée jusqu'à près de 20 heures. J'ai organisé un dîner, dans mon studio, mes règles. 6 personnes autour d'une table en pain d'occasion d'IKEA, celle que j'avais achetée pour remplacer le comptoir repas. Aucune chaise n'avait des initiales gravées. Pas de place attribuée, pas de hiérarchie. Dana était assise à ma gauche, déjà en train de se disputer avec ma voisine, Madame Patterson, 72 ans, veuve, la femme qui avait laissé de la soupe devant ma porte tous les mardis depuis que j'avais emménagé, pour savoir si le pain de maïs devait contenir du sucre. 2 infirmiers de l'unité de soins intensifs,
Marcus et Lee débattaient de protocoles de ventilation avec la même passion que d'autres réserves au football. Margaret Foley avait envoyé une bouteille de vin avec une note pour la table, MF. Et à la fin, dans une chaise pliante empruntée, il y avait Gareth. Il avait appelé la semaine précédente, pas son ton léger habituel. Calme, prudent, la voix d'un homme qui apprenait encore qui il était. « Puis-je venir ? Je ne sais pas vraiment où aller d'autre. »« Apporte le dessert, ai-je dit. Et n'apporte pas ce Tao. Le parking est serré. » Il est arrivé avec une tarte achetée en magasin et une Honda Civic qu'il avait achetée 2 semaines auparavant. Je n'ai pas demandé ce qui était arrivé au Tao. Je n'avais pas besoin de le faire. Je me suis assise en bout de table, non pas parce que j'étais importante, mais parce que c'était le plus proche de la cuisinière et que les pâtes avaient besoin d'être remuées. Papa n'était pas là. Nous n'en étions pas encore là. Peut-être ne le serions-nous jamais. Mais sur mon réfrigérateur, tenu par un aimant de la boutique de cadeaux de l'hôpital, il y avait un morceau de papier de construction fané, déchiré au milieu, soigneusement recollé. Au meilleur papa du monde. Je l'avais gardé. Toutes ces années, je l'avais gardé. Pas pour lui. Pour la fillette de 8 ans qu'il avait fait. Elle méritait de savoir qu'il avait survécu. J'ai regardé autour de ma table. Dana riait. Gareth écoutait. Madame Patterson gagnait l'argument sur le pain de maïs. La lumière du soir traversait la fenêtre. Chaude et dorée et ordinaire. La famille n'est pas le sang. La famille n'est pas un nom sur un testament. La famille, c'est ceux qui restent quand la vérité éclate. Et pour la première fois de ma vie, chaque personne à ma table avait choisi d'être là. C'était suffisant. C'était tout. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous avez déjà été celle qui a été ignorée, sous-estimée ou effacée par les gens qui étaient censés vous aimer en premier, je veux que vous sachiez que votre valeur n'a jamais été la leur à décider. Si vous vous êtes connecté à cela, veuillez aimer, vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer ce qui arrive ensuite. Il y a une autre histoire qui vous attend. Consultez le lien dans la description. Cela pourrait être exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et prenez soin de chacun.